Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision à Bokeh Centre, mais aussi dans d'autres localités de la préfecture de Bokeh. On exploite un produit de l'anacarde. Vous nous préférez. Merci de l'attention. Dans un instant, on revient sur ce sujet avec M. Sidia Touré, président de l'UFR et haut représentant du chef de l'État qui est très concerné aussi, très intéressé à ce sujet. Il va en dire un mot, M. Sidia Touré, que nous allons appeler dans un instant. On s'intéresse aussi à cette grève qui paralyse l'école guinéenne. Je vous le rappelle depuis le début de cette émission, un collectif dénommé Mobilisons-nous pour sauver l'école guinéenne qui entend organiser une marche pacifique lundi dans la commune de Kaloum pour exiger une sortie rapide de crise des deux camps, du camp de Souma Boubacar, mais aussi du camp du gouvernement. Donc appeler les deux camps à mettre en place un pont de dialogue pour arriver à une sortie de crise rapide par rapport à cette grève qui paralyse l'école guinéenne depuis 13 jours maintenant. Mamadou Baye Le Bari, dans un instant, de ce collectif, il va intervenir. Et cette autre affaire qui sent de la carambouille et le trafic d'influence, elle oppose la famille d'un défunt, gérant d'une société de BTP, et à un important homme d'affaires autour des actifs de la société SAFCO, des implications avérées à la panafricaine Ecobank et des pressions judiciaires. Tout y passe. Pour démêler les chevaux, nous recevons tout à l'heure M. Keleti Doumbé, le neveu du défunt, et M. Mami Traoré, témoin dans l'affaire. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Est-ce qu'on a Sidia Touré en direct? Monsieur le président de l'UFR qui est en direct. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Mohamed Mara. Alors, monsieur le président, vous êtes connu aussi pour votre attachement à la terre et si nos informations sont exactes, je crois que vous êtes vous-même un producteur d'anacardier. D'anacarde, de noix de cajou. L'anacarde, c'est dans la plante qui est produite de noix de cajou. Bon. Oui, je suis planteur de noix de cajou, mais en réalité, j'interviens parce que vous touchez là un sujet extrêmement important pour notre pays, à mal d'emploi à l'heure actuelle. Je suis intervenu dans ce débat au mois d'avril 2016 pour qu'on ait des prix de référence pour les paysans, parce que le grand problème, c'est comment faire pour justement protéger les paysans. Vous en avez parlé ce matin. Dans le système que je connais pour d'autres produits et qui ont été dupliqués pour l'anacarde, c'est simplement permettre que ceux qui viennent acheter soient clairement définis. Dans d'autres pays que je connais, où j'ai participé à la production, pas d'anacarde uniquement, mais du café et du cacao, vous avez chaque année la Banque centrale qui met à la disposition des banques primaires l'argent nécessaire pour la campagne. Et ceux qui sont acheteurs de produits sont clairement identifiés. Mais une fois qu'on les a identifiés, ils doivent fournir des garanties. Certains font même des hypothèques sur leur maison pour qu'on puisse leur mettre l'argent. Pourquoi? Pour permettre que quand ils vont chez le paysan, ils lui payent automatiquement son produit. Le vrai problème, il est là. Si vous ne payez pas le paysan, l'année prochaine, vous n'avez pas de récolte parce qu'il ne sait pas comment vivre. Donc la question essentielle, c'est de faire que les producteurs soient protégés. C'est ce qui va augmenter la production. Ensuite, on s'attaquera aux problèmes de qualité. Mais on ne peut pas laisser le secteur comme ça. Quelqu'un dit qu'on a interdit l'exportation. Mais si on n'a pas de quoi transformer, on interdit l'exportation, qu'est-ce qu'on fait des noix de cajou? On les mange. Il faut vraiment arrêter un peu que tout le monde se mêle de ça et qu'il n'y ait aucune structure. J'avais proposé la création d'un conseil national de l'anacarde et du coton qu'on peut installer à Cancan avec une succursale importante à Bokeh qui est à côté de la Guinée-Bissau qui est le pays d'origine de ce produit-là. Donc oui, le russe, le machin, tout ça, il faut qu'il y ait une structure administrative organisée. Il faut qu'on identifie clairement quels sont ceux qui sont autorisés à acheter les produits. Ceux-là, ils doivent donner des garanties. Et en général, on leur facilite le crédit pour que cela soit fait. Quand le produit arrive, il est entreposé
dans des entrepôts sous contrôle douanier. Donc on sait où ils sont avant qu'ils ne soient exportés. Cela permet de surveiller comment est-ce que vos devises reviendront au pays. Franchement, l'improvisation dans ce secteur, c'est dangereux parce que je le dis encore une fois, je me répète 1000 fois, c'est 2 millions d'emplois en Côte d'Ivoire, l'anacarte. 2 millions. Admettons qu'on n'en fasse que 200 000. Est-ce que vous voyez ce que cela représente? Vraiment, je tenais à dire ça parce que c'est choquant. Monsieur Sidya Touré, président de l'UFR, était en direct dans cette émission. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'était donc à l'instant Sidya Touré. Mafoudia, un mot rapidement là-dessus. Alors, c'est bien de l'entendre et c'est dommage de savoir qu'on a des personnes comme lui. Pour lui, donc, il y a de l'improvisation dans le secteur. Non, mais il faut mieux organiser, structurer tout ça. Oui. C'est clair. En fait, dommage. ce que je voulais dire, c'est de savoir qu'on a des Guinéens aujourd'hui qui ont l'expertise, qui ont l'expérience, qui ont de quoi proposer au pays, mais qu'on se retrouve justement avec cette manière de gérer qui fait qu'aujourd'hui, le Guinéen ne fait que s'appauvrir. Parce que quand on voit, si on veut l'objet de l'enquête de Mohamed Mara, ce sont des Guinéens à la base qui se retrouvent avec rien, qui ne peuvent même pas reprendre la production pour la saison. Et pourtant, le rôle de l'État, c'est à la base de protéger cette population. Mais si de par les initiatives, on voit qu'on est en train de passer à côté, une fois encore, c'est une autre chose en Guinée qu'on est appelé à regretter, alors que pourtant, on a tout ce qu'il faut sur place. La dernière fois, je le disais par rapport aux espaces cultivables. Seulement 20 sont utilisés en Guinée. Et les autres, avec combien d'hectares? Je pense qu'il est important en Guinée aujourd'hui d'utiliser, comment je vais le dire, de faire appel à nos expertises. Comme un monsieur comme Sidya Touré, qui est près du chef de l'État. C'est inconcevable de savoir que le président, avec sa volonté dont il a fait on ne fait pas recours à ses compétences. Mais là, on peut parler même d'échec dans ce domaine. À son expertise dans le domaine. C'est quand même difficile à comprendre. Il y a Abdoulaye, notre confrère de Espace Bokeh, qui réagit aussi sur ce sujet. Chaque année, des acteurs du mensonge, je le dis bien, dans la filière d'anacarde sont en prison du côté de Bokeh. Donc, une manière de corroborer tout ce que Mohamed Mara vient de dire et appuyé par monsieur le haut représentant du chef de l'État. Basekou, sans transition, on va aller sur le terrain. Nous avons Mamadou Baïlo Barry du collectif Mobilisons-nous pour sauver l'école guinéenne. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour Baïlo. Oui, bonjour les grandes gueules, bonjour au peuple de Guinée. Vous êtes en colère, vous l'avez dit, et vous comptez manifester lundi prochain pour justement exiger du gouvernement et puis du syndicat la fin de cette grève qui paralyse le secteur de l'éducation. Vous vous basez sur quoi? Bon, nous nous basons sur ce qui se passe. Et je veux dire, nous sommes en train de récidiver, tout simplement parce que les autorités n'ont pas pris leurs responsabilités pour pouvoir nous éviter cela par une anticipation. Parce que si vous vous rappelez, à la même date, c'est-à-dire le même mois, en 2017, le 20 février, nous étions aussi dans la rue à travers, disons, un sitting pour demander la réouverture des classes. Nous, on se dit réellement que si l'État est soucieux de l'avenir de la Guinée et du développement de la Guinée, il doit beaucoup miser sur l'éducation. Et pour cela, je crois, si on a quelqu'un à respecter dans ce pays, c'est l'enseignant. Parce que tout développement découle de l'éducation. C'est-à-dire vous, journalistes, eux, médecins, eux, juristes, tout le monde vient de l'éducation. C'est par la formation qu'on peut aboutir à autre chose. Donc, pour revenir au sujet, la mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne est une initiative de la Voix du peuple qui est née l'année dernière par rapport à cette crise encore qui avait laissé les enfants 20 jours à la maison sans aller à l'école. Vous ne pensez pas que ça fait mal? Vous ne pensez pas que c'est écœurant? Et de l'autre côté, que les enfants de ces dirigeants-là suivent les cours normalement à l'étranger avec notre argent? Vous pensez que ça ne fait pas mal? Oui, ça fait très mal, Baïlo, on comprend bien. Donc, on vous a vu à l'œuvre l'année dernière et il y a eu même des membres de votre collectif qui sont fait tabasser, qui sont fait interpeller, mais vous n'avez pas abdiqué. Oui, allez-y, Basekou. Oui, je voulais justement vous interpeller par rapport à cette initiative-là. La rue, les manifestations pacifiques, qu'elles soient violentes en Guinée, à mon avis, n'ont pas réussi à régler l'essentiel des problèmes en Guinée. En amont, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche
démarche auprès du gouvernement, auprès du SLEG version Abouakar Souma pour rapprocher les positions avant que vous décidiez aujourd'hui d'organiser cette marche. Est-ce que vous êtes impliqué à votre façon, en tout cas pour arriver à un compromis? Oui, bien sûr que nous nous sommes impliqués parce que même hier, on a passé plus de 2 heures de temps en train de discuter avec ces syndicalistes et nous étions en entretien. Ils nous ont expliqué en long et en large c'était quoi le problème et ne restez pas sans savoir également qu'il y a eu beaucoup d'autres acteurs qui se sont impliqués pour dénouer réellement cette crise et il y a même eu les religieux qui ont pris au fait leur coup dedans parce qu'ils ont été honnis tout simplement par au fait des engagements qui ont été pris et qui n'ont pas été respectés. Et aujourd'hui, ils sont même très gênés de sortir la tête. Donc, nous avons entamé cette négociation, raison pour laquelle nous nous sommes lancés comme médiateurs dans cette crise. Mais de l'autre côté, il y a un camp à rencontrer, c'est le gouvernement. Mais vous savez un peu, on ne sait pas quel est l'interlocuteur fiable parce que ne restez pas sans savoir que les syndicalistes n'ont plus confiance en ce gouvernement. Et donc c'est là le problème. Mais nous continuons toujours les démarches par rapport à la consultation. Nous l'avons commencé. Et finalement, donc, vous pensez que donc, il faut passer par cette marche pour vous faire entendre le lundi prochain. C'est cela? Bon, la marche, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que l'État comprenne que nous sommes dans un État où nous avons des droits. C'est-à-dire, l'éducation est un droit. Et mettre un enfant au monde sans l'éduquer est un crime contre l'humanité. Vous comprenez? Et je me dis personnellement que, c'est-à-dire, l'éducation est le plus grand héritage que nous pouvons léguer à ces enfants. Et si aujourd'hui, l'État continue à se réfracter et à refuser d'aller sur la table de négociation avec ces syndicalistes pour trouver un terrain d'entente pour que ces enfants reprennent l'école, on se dit tout simplement, la solution ne se trouve pas ailleurs. Il ne s'agit pas de demander à ces syndicats, taisez-vous, ou bien les enfants ne sortez pas dans la rue, ou les enseignants, allez-y en classe. N'allons pas sur les conséquences, allons sur les causes. C'est quoi le véritable problème? Qu'est-ce qui empêcherait ces deux parties de se retrouver et de trouver un terrain d'entente? Je vous dis, le président de la République peut prendre juste un seul mot, dire allons à la table de négociation, venez nous rencontrer, on en discute. C'est-à-dire qu'il les considère de rebelles ou de quoi, de toutes les façons. Mais il faut les rencontrer, ces syndicalistes. Des fils de la nation. Et quand il y a un problème, vous l'avez dit tout à l'heure, même si c'est avec un chef rebelle, on doit aller à la négociation. La solution, forcément, c'est autour d'une table. Et on a compris les messages forts que vous allez faire passer à l'occasion de cette marche. Est-ce qu'elle est déjà autorisée? Vous avez adressé un courrier à la mairie de Kaloum. Vous avez déjà le blanc-seing? Nous avons adressé un courrier le 21 février à la délégation spéciale de Kaloum. Mais fort malheureusement, hier, nous avons reçu un appel du secrétaire général nous disant qu'il ne valide pas, alors que ce n'est pas une demande d'autorisation, c'est une information par rapport à cette manifestation. Et ils savent qu'auparavant, nous avons organisé une manifestation sans casse, d'accord, sans mort d'homme à notre niveau. Parce que le sitting qu'on a organisé, on était assis, on n'a pas créé de violence. Alors, qu'allez-vous faire, Bailo? On est bousculé par le temps. Nous avons eu à organiser une marche en ville. On a marché à Kaloum, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Et nous sommes responsables. Bien, qu'allez-vous faire finalement face à ce refus, on va dire comme ça, ce refus, même s'il est poli, mais il est ferme quand même. Votre demande n'est pas validée et donc vous ne pourrez pas organiser cette marche lundi à Kaloum. Qu'allez-vous faire? Vous allez vous plier à cette décision ou pas? C'est pas une question de décision, c'est une information qu'on avait à donner, on a donné l'information. On n'a pas reçu un courrier nous disant que ce n'est pas autorisé. Oui, mais la délégation spéciale de Kaloum vous a dit qu'elle n'est pas favorable à cette marche. On leur a adressé un courrier, on n'a pas reçu de courrier-réponse. De toutes les façons, il faut que ça soit motivé. Et leur motivation, ils parlent que la situation elle est compliquée. Mais de toutes les façons, marcher est un droit. D'accord? Mais de l'autre côté, nous organisons cette marche. Aujourd'hui, nous appelons à une rencontre à partir de 15h ce vendredi à un lieu à Conakry.
nous allons rencontrer toute la jeunesse et les parents d'élèves qui souhaitent et qui sont soucieux de l'éducation de leurs enfants. Nous allons planifier cette marche-là. Nous allons débuter la marche le lundi 26 au port autonome de Conakry et pour la bourse du travail en passant par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Bien, Amadou Bailo Barry du collectif Mobilisons-nous, je ne sais pas si je m'en prononce bien, pour sauver l'école guinéenne. En tout cas, un collectif de jeunes activistes qui planifie déjà donc cette marche pour contraindre, exiger du gouvernement et du SLEG une rapide sortie de crise en ce qui concerne cette grève. Merci à Bailo Barry, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Abakar. Merci. On vient de l'écouter, Mafoudia, très rapidement. Très rapidement, ce que je dis, c'est que, comme je l'entendais tout à l'heure, ce sont des jeunes qui vont sortir juste pour mouiller la chemise. Mais moi, foncièrement, je crois en l'impact que peuvent produire les manifestations. Seulement, en Guinée, c'est difficile de voir. Mais encore une fois, je le disais la dernière fois, dans une telle situation, face à un tel blocus, il est important que les Guinéens se retrouvent dans une association pour dire à ces gens non. Je ne les vois même pas se présenter à médiateur parce que là, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont réussir. Mais je les vois justement travailler pour que beaucoup de Guinéens se retrouvent pour cette marche et enfin crier au gouvernement qui en a marre à un moment qu'il faut que les enfants c'est une initiative à saluer. C'est à saluer, mais c'est vrai qu'en Guinée, on reste un peu sur sa fin quand il s'agit de mobilisation parce que quand c'est politique, on y va, mais quand c'est pour des idées nobles comme ça, chacun préfère rester à la maison et puis on veut quand même une solution. Mafoudia Bangoura sur l'espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient à cette actualité, à cette affaire plutôt. Cette affaire, Ilori Mohamed Mara qui sent de la carambouille et le trafic d'influence. Elle oppose la famille d'un défunt gérant d'une société de BTP à un important homme d'affaires autour des actifs de la société Safco, des complicités avérées à la panafricaine Ecobank et des pressions judiciaires. Tout y passe. Pour démêler les chevaux, nous recevons sur ce plateau, vous les voyez à l'écran, monsieur Keleti Doumbouya, il est neveu du défunt et accompagné de monsieur Mami Traoré, témoin donc dans cette affaire. Nous les recevons pour 10 minutes d'explication très rapidement. Cher messieurs, bonjour Keleti Doumbouya. Bonjour Abouaka. Mami Traoré, bonjour. Bonjour. Le plaisir de vous accueillir. Allez-y Mohamed Mara, très rapidement. Alors, on va aller à l'essentiel. Justement, vous êtes aujourd'hui en conflit, votre famille et certain monsieur Moussa Diallo autour des actifs de la société dont était Safco, dont était gérant votre défunt oncle. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tout cas, grosso modo, exactement, succinctement, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, merci de m'avoir donné la parole ce matin. Voilà, mon oncle gérait cette société depuis 2006, Safco, Sori Lamine Kaba, l'oncle Sori Lamine Kaba, qui est décédé en novembre 2011. Donc c'est le jour de son décès que Moussa Diallo est venu dans la famille Montier, soi-disant qu'il voulait aider les ouvriers de mon oncle pour savoir où le boulot était, jusqu'où le boulot était. Donc avec l'intervention du concessionnaire, qui est M. Konaté, on lui a remis le sac. Donc il a pris le cahier dans lequel mon oncle consignait et le cachet, il a volé le cachet, il a volé le chéquier, il a volé tous les papiers utiles de la société. Et quand M. Konaté est revenu pour prendre le sac, il a montré l'acte notarié faisant de mon oncle le propriétaire de la société, comme quoi pour lui, les souris ont bouffé ça chez lui. En gros, il a détourné la société. Oui, en gros, il a volé tout ce qui est papier utile de la société ce jour-là. Mais sa famille ne s'est rendue compte qu'après 3 mois. Et nous sommes allés à la banque, on a signalé que les retraits sur le compte étaient frauduleuses.
ils ont dit qu'ils allaient mettre un terme à ça. Il y a eu des retraits sur le compte de la société alors que votre oncle, qui était le gérant, était décédé. Oui. Mais comment est-ce que cela a été possible et quels étaient les montants? Les montants, et ce que la banque Ecobank nous a donné, le papier de retrait, je ne sais pas en bon français, le relevé bancaire qu'ils nous ont fourni, c'était autour de, jusqu'à ce qu'ils ont refusé de donner les autres, c'était autour de 850 millions de francs guinéens. Oui. Et pourtant, mon oncle était le seul signataire sur ce compte-là. Bien, peut-être Mami... Oui, mais justement, avant... Mais qu'est-ce qui a été dit au tribunal? Comment ça se fait que quelqu'un qui soit décédé, qu'il y ait des retraits sur son compte alors qu'il n'est plus là pour signer? Bon, moi je pense qu'il y a une complicité à la banque parce que quand on a signalé que les sorties étaient frauduleuses et que M. Kaba était décédé, la banque était étonnée que M. Kaba soit décédé il y a plus de 2 mois. Ils nous ont promis qu'ils allaient mettre un terme. Mais ça continue les sorties. Et quand on a fait notre plainte à la gendarmerie de Amdalaï, Moussa, quand il a été convoqué là-bas, il est venu reconnaître les faits sur PV. Et c'est son ami, le procureur Sir, à l'époque qui était à Mafanko, qui a dit de le mettre à la disposition de son avocat. Et depuis ça, Moussa court jusqu'à présent, et il allait faire un procès à Kaloum, au civil, disant que la société l'appartenait. Donc, les PV à Amdalaï, on ne les retrouve pas. L'année passée, on a envoyé le problème chez Tiegoro. Quand Tiegoro a voulu l'interpeller, c'est Moundul Chérif qui a envoyé une note là-bas. Encore. Mais non, il est partout. Hein. Mais peut-être en 2 minutes, Mami, pour son témoignage. Qu'est-ce que vous savez de cette affaire, M. Traoré? Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Cette affaire, moi, j'en ai été informé quelques mois après le décès de Sori Lamine Kaba, qui était notre grand frère. Donc, j'avais connu Sori Lamine avec Moussa. Donc, j'ai connu Moussa à travers Sori Lamine. De leur relation intime, leur collaboration, je n'en savais pas grand-chose jusqu'au décès de Sori Lamine. Mais quand ce dossier a éclaté, en tant qu'ami commun aux deux, même s'ils sont mes aînés de très loin, je me suis intéressé au dossier pour intervenir et faire une intermédiation pour qu'on puisse trouver une solution au problème. Donc de 2012 jusqu'à l'année dernière, juillet 2017, j'ai fait une série d'interventions. Chaque fois, je partais voir Moussa pour discuter parce qu'il est le seul vivant de cette affaire. Donc, pour qu'on puisse trouver une solution. Chaque fois qu'on avait un début de solution, il y avait des problèmes qui surgissaient et les choses se bloquaient. Donc, c'est en juillet dernier que j'ai été donc appelé par Moussa pour intervenir dans cette affaire afin que nous puissions la régler définitivement. C'est ainsi qu'on a eu un accord de payer 400 millions à la famille de Sori Lamine pour que le dossier soit éteint complètement. Donc Moussa a fait un début de paiement. Il a fait un premier chèque à mon nom même, à transmettre de 100 millions. D'accord. Et un protocole d'accord a été drafté pour qu'il soit signé quelques semaines après et qu'il paye le reste du montant, donc les 300 millions, pour que cette affaire-là soit close définitivement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fait. Donc, un mois après, Moussa est revenu. Il m'a dit clairement que lui, il ne paye plus ce montant parce que, pour des raisons qui sont vraiment difficiles à expliquer. D'abord parce que la veuve qui a reçu les 100 millions n'a pas fait d'appel pour remercier. Bien. Ensuite, Mami, ce qu'on va faire, Keleti, ce qu'on va faire, c'est promis, juré. On va revenir sur ce dossier vendredi prochain parce qu'on n'a malheureusement pas le temps. On a déjà largement dépassé le temps qui nous est imparti. Merci à tous les deux d'être venus. On va remettre ça sur la table la semaine prochaine dans cette même émission. Nos invités vont revenir dans ce studio. Merci à tous les deux d'être passés. Merci aux grandes gueules. Merci à toute l'équipe de réalisation. Amadou Sow du côté de la radio, Mamoudou Kone le Colosse à la télévision, Alassane Camara et Aliouba ont piloté les caméras. Merci de l'attention où que vous nous avez regardé à la télévision, notamment du côté de Kamsar. Salut à Idrissa Somparé et on se reprend lundi avec le Turbo Commande. Portez-vous bien, au revoir.